Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Aujourd'hui, je reçois Margarita Hernandez-Dispo. Tu es l'une des fondatrices de Casa Legal, un cabinet un petit peu particulier, on va en parler. Et la caractéristique principale, c'est la multidisciplinarité. J'ai réussi à le dire. Bonjour Margarita. Bonjour Nadia. Merci de me recevoir. Alors avant de parler de ce cabinet un petit peu particulier, comment et pourquoi est-ce que tu es devenue avocate ? Eh bien, je suis devenue avocate parce que je souhaitais me mettre au service des gens et que la profession d'avocate m'attirait tout simplement, l'expérience du barreau. Et donc voilà, j'ai commencé mon stage au barreau en 2012. J'ai fait mes 3 ans de stage dans une structure plutôt classique. On était très peu d'avocates. C'était une structure féminine, si j'entends. Oui, si j'entends tout bien. à fait. On était 4 femmes. Et donc j'ai fait mes 3 ans de stage là-bas, une année de collaboration. Et ensuite, j'ai fait une pause en fait. Je suis partie à Paris pendant plus d'1 an dans le cadre professionnel pour mon mari. Mais j'ai à ce moment-là complètement quitté en fait, la profession même pour envisager d'autres choses. Et finalement, au retour en Belgique, j'étais convaincue que je devais revenir au barreau. Ça t'avait manqué ? Mais en tout cas, j'étais partie en aimant ce métier et en ne me fermant pas du tout la porte à revenir au barreau. Et cette expérience à l'étranger et le fait de faire autre chose m'a confirmé que j'avais envie de rester dans la profession. Et donc, quand je suis rentrée en Belgique, après cette année-là, j'ai rejoint une structure aussi assez classique où on était plus d'avocats, une dizaine, et où je me suis installée à mon compte, comme la plupart des avocats normalement. Et donc, on avait une association juste de frais. Mais c'est là, surtout, que j'ai rencontré les 3 autres cofondatrices de Casa Legal. De ce que j'entends, il y a déjà une forme d'amitié qui s'est créée, de camaraderie. Qu'est-ce qui a fait que ce projet a mûri de créer quelque chose ensemble ? Oui, en fait, quand je suis arrivée donc, dans cette structure après l'année à l'étranger, il y avait 2 avocates amies que je connaissais de mon stage au barreau et de mon année de collaboration. Et donc c'est par là que je suis rentrée dans cette structure et tout de suite on a eu un feeling particulier et effectivement un lien d'amitié. Et Clémentine, qui est une avocate qui vient de Paris à la base, est aussi arrivée dans cette structure et en fait directement effectivement on a eu un lien assez fort et une même vision du métier, des mêmes constats à cette époque-là. Par rapport aux personnes qui venaient nous consulter. Alors, on n'était pas tout à fait dans les mêmes matières, parce que moi, ma matière à la base, bien que j'ai été formée en droit des étrangers, c'est le droit de la famille, et elle était plutôt toutes les 3 dans la matière du droit des étrangers. Mais on avait beaucoup le même public, les mêmes confrontés aux mêmes questions dans la pratique, bien que ce soit des matières différentes, mais qui se recoupaient aussi beaucoup. Et du coup, nos discussions ont très vite démarré avec ces constats posés que la manière dont on exerçait, on se sentait très seul face aux personnes qui venaient nous consulter et des personnes qui avaient besoin de beaucoup plus que la compétence juridique qu'elles venaient chercher chez nous. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc tu as évoqué le droit des étrangers, donc c'est plutôt un public fragilisé à la base ou pas forcément ? À la base, pas forcément, mais majoritairement. D'accord. Parce qu'effectivement, on a toutes les 4, depuis le début, des personnes qui... on intervient majoritairement dans le cadre de l'aide juridique.
d'autant plus maintenant d'ailleurs, vu l'augmentation des seuils. Oui, donc pour le grand public qui ne sait pas, donc l'aide juridique, c'est une aide qui est apportée, on va dire, entre guillemets, par l'État. Donc on vous prend en charge les honoraires de votre avocat et il y a des seuils, donc il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide juridique. Et donc aujourd'hui, ces seuils ont été augmentés. Donc ça veut dire qu'avant, il fallait vraiment pas gagner grand-chose. Et puis avec la cherté de la vie, eh bien, ces seuils ont été augmentés. Donc aujourd'hui, on peut dire en moyenne, quand on gagne autour de 1 800 €, on rentre dans les conditions pour obtenir ce qu'on appelle un avocat prodéo. Oui, voilà. Tout à fait. La petite parenthèse est refermée. Oui. Mais donc, effectivement, un public donc déjà financièrement fragilisé, socialement fragilisé, parce qu'on a en droit des étrangers, des personnes dans des situations administratives assez compliquées qui entraînent un effet boule de neige, pas de séjour, donc pas de possibilité de travailler la plupart du temps, on va dire. Et également un logement précaire. Et logement, exactement. Et puis socialement aussi, et même psychologiquement, c'est compliqué. En droit familial, on est aussi confronté à des personnes qui sont fragilisées émotionnellement. Le droit familial, ça touche aux relations les plus intimes, donc forcément, ça provoque des fragilités. Oui, émotionnellement, c'est difficile. Oui. Et donc voilà, on était effectivement face à ce public qui avait besoin de tout un volet psychosocial bien souvent. Mais alors, dans la pratique, ça veut dire quoi ? Parce que pour que les gens se rendent vraiment compte, ce genre de public, qu'est-ce qui vous manquait, vous, en tant que, entre guillemets, avocate classique, quand vous receviez vos clients ? Ce qui nous manquait clairement, c'est déjà en droit certaines compétences. Parce que donc moi par exemple ma matière de prédilection qui est le droit de la famille, mais j'avais une base en droit des étrangers, mais bien souvent il y a des questions qui venaient sur d'autres matières du droit comme étranger, bail, jeunesse, pénal, etc. Et à ce moment-là, alors, moi, je suis intéressée, évidemment, intellectuellement parlant, c'est gai d'ouvrir ces champs à certaines matières, mais on peut raisonnablement pas tout faire, et pas tout faire bien, surtout. Mm-hmm. Et du coup, déjà, en termes de droit, on avait besoin chacune de relais dans d'autres matières. Et alors aussi, et surtout, on n'avait pas de compétences. On est le réceptacle, quand on exerce de manière classique et de manière finalement très seule, on est le réceptacle avec ces personnes fragilisées de beaucoup d'émotions qu'il faut gérer. Mm-hmm. Et les gens ont une certaine attente finalement de nous par rapport à ça. Et c'est difficile de leur dire, écoutez, je suis pas psy, ou je ne suis pas assistante sociale, je n'ai pas le temps de faire ceci, je n'ai pas le temps de faire cela. Et on n'a surtout pas non plus le réseau pour les renvoyer. Quand on est tout seul, on n'a pas le temps de développer son réseau. Et donc, on était face à ça. Oui, c'est une discussion qu'on a eue avant de démarrer l'enregistrement. C'est quelque chose auquel je fais face moi aussi. C'est-à-dire que parfois, quand on accompagne un client ou une cliente dans un divorce, il y a une fragilité à ce moment-là, donc durant la procédure. Et c'est extrêmement difficile de les renvoyer vers un professionnel parce qu'ils n'ont pas confiance en fait. Ils sont tellement fragilisés qu'ils s'accrochent à l'avocat parce qu'on connaît l'intimité l'intimité la plus profonde de leur vie en fait. Et donc ils ont du mal à se détacher de nous et c'est ça aussi que parfois on ne perçoit pas vu de l'extérieur, je pense. Mm-hmm. Oui, et pour autant, donc ils ne savent pas le faire. Effectivement, il y a une question de capacité. Après, il y a aussi le fait que ces personnes, enfin, le lieu, c'est ça que je voulais insister sur ça, c'est que on a remarqué que les personnes ont besoin de centraliser les choses et donc trouver dans le même lieu les différentes compétences du droit et le volet psychosocial leur permet de justement, ça facilite l'accès. Dans un même lieu, ils trouvent les personnes
qu'il leur faut. À l'image des maisons médicales, on prend souvent cette image-là des maisons médicales. Et donc, il y a cette capacité, effectivement, pour un certain public, de très vite se décourager, effectivement, s'il doit aller voir 3, 4 avocats pour autant de matières dont ils ont besoin, ou une assistante sociale, ou un psychologue. Et alors, je voulais revenir aussi sur le fait que quand on est avocat de manière plus classique et tout seul, on n'a pas forcément non plus le réseau. Les gens sont attachés à nous, mais on n'a pas non plus la possibilité de renvoyer les personnes vers les personnes compétentes, les professionnels compétents, parce qu'en fait, on n'a pas ce réseau-là, on n'a pas le temps de développer. Alors oui, si ponctuellement, il y a plein d'avocats qui ont effectivement quelques assistants sociaux avec qui ils s'entendent bien dans tel centre, etc. Mais ça, c'est une vraie différence qu'on peut faire maintenant, c'est-à-dire qu'avec la SBL, on peut... Mais tu vas un peu vite en besogne. Tu vas un peu vite en besogne. Donc, moi, j'en étais au constat. Donc, le constat, si je reformule, tu constatais que quand tes clients venaient te voir, que parfois, tu étais relativement démuni parce que tu te rendais compte qu'ils avaient besoin à la fois d'une assistance juridique, par exemple, j'invente. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de titre de séjour, qui, en plus, est en train de se séparer de la maman de ses enfants et qui a besoin d'un psy parce que la situation est compliquée et qui a probablement besoin d'une assistante sociale pour l'aider dans ses démarches. Et donc, tu étais relativement démunie parce que tu disais, ok, moi je m'occupe du volet famille, voilà. Et après, je suis obligée de renvoyer en disant allez voir une telle, mais est-ce que la personne est suffisamment solide pour le faire ? Est-ce qu'elle a compris que c'était important de le faire ? C'est ça que tu veux dire ou ça va plus loin encore ? Non, effectivement, c'est ça, c'est de dire, moi j'aurais pu prendre pour cette personne, par exemple, effectivement, lui dire que je peux rédiger cette requête devant le tribunal de la famille pour le divorce, mais après, effectivement, pour la question du séjour, j'aurais dû renvoyer à tel avocat que je connais en séjour, en droit des étrangers, pardon. Effectivement, pour la question du psy, j'aurais dû renvoyer vers un réseau que je n'ai pas forcément, et donc à ce moment-là, on est face à cette personne où on lui dit, moi je sais régler ça pour vous, mais point, ne me demandez plus autre chose. Et ça, c'est dur en fait à dire aux gens, et c'est dur à recevoir pour les gens aussi. Et puis au final, les gens, ils se découragent, et donc finalement, ce qui se passe, c'est que toute une partie, un certain public, se décourage et ne fait pas valoir ses droits. En fait, on parle d'accès à la justice au final. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est le constat. Et j'imagine qu'il y avait une frustration qui accompagnait ce constat. Est-ce que c'est ça ou... Mais effectivement, c'est ce sentiment, comme tu disais, de se sentir démuni en fait, face à une situation, à pas pouvoir offrir quelque chose de plus global et de plus cohérent pour cette personne pour qu'elle puisse s'en sortir. Alors, ça suffit, dans certains cas. Il y a plein de personnes où, effectivement, ça suffit et ils sont en capacité de mobiliser tout ce qu'ils ont à mobiliser. Mais pour toute une série de gens, et beaucoup qu'on voyait déjà à l'époque, c'était pas possible. Et donc voilà, on a constaté ça à 4. Et on s'est dit qu'on formait un bon groupe pour tenter de réfléchir sur la question, de comment pouvoir apporter une solution qui soit bénéfique à ces gens qui viennent nous voir et en même temps qui nous permette de faire le métier d'avocat qui est un métier qu'on aime et qu'on ne veut pas lâcher. Je disais au début que j'y étais revenue, mais de manière qui nous satisfasse. Et quel a été le cheminement quelles étapes vous avez dû passer par des étapes avant d'arriver à Casa Légale? Oui, tout à fait. Donc là, ça fait 4 ans qu'on a débuté vraiment les réflexions sur le projet. Et en fait, ce qui a mis le pied à l'étrier, c'est donc en juillet, pendant l'été 2018, on a rempli un appel à projet pour participer à un programme organisé par Coop City, qui est un incubateur d'entreprises sociales, comme on dit, un incubateur, donc un lieu où on développe des entreprises. Ici, c'était dans le cadre de l'économie sociale.
Et donc, on a postulé et on a été sélectionné pour pouvoir suivre ce programme pendant 1 an. Ce qui nous a permis en fait de réellement prendre ce temps de se poser pour réfléchir à ce projet. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce programme en fait ? Mais donc il y avait plein de choses. On était un peu les ovnis en tant qu'avocate, mais ça va de comment établir un plan financier, à comment envisager la gouvernance, à choisir sa forme juridique adéquate avec la philosophie du projet. Et à développer toute une série de choses, de cohésion d'équipe par exemple, enfin, vraiment donner des outils pour pouvoir en fait lancer une entreprise d'économie sociale. Et ça nous a réellement apporté énormément, du réseau aussi. Mais vraiment, ça nous a permis de nous poser, parce que dans la frénésie du quotidien, et j'imagine que tu connais ça, tous les avocats connaissent ça, mais là, ça nous a forcés à nous arrêter. Alors ça demande évidemment, ça implique des concessions, qu'on s'arrête, on prend le temps de faire ces choses-là, mais derrière il y avait une volonté, une détermination. Donc on a fait cette année-là, et au terme de laquelle on a pu déposer en fait les statuts de la SBL. Donc vous auriez pu choisir de créer une société en fait. Alors pourquoi comment vous est venue l'idée de plutôt créer une asso, donc une association, plutôt qu'une SA ou une SPRL? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Mais derrière, il y a vraiment cette toile de fond, la philosophie du projet, la vision qu'on en a toutes les 4 à la base, et sur laquelle on s'est rejoints toutes les 4 et qui est assez forte. Il y avait une volonté de voir les choses autrement, d'envisager le métier autrement, et sortir de cette logique de rentabilité à tout prix, de ce statut d'indépendant pur, et cette sortie de but de lucre. En vrai, enfin oui, je sais pas comment dire autrement. C'est un vilain mot, mais en gros, les avocats, ils sont indépendants, ils doivent gagner leur vie, et donc il y a la question de l'argent qui est systématique dans tous les dossiers. Quand on rentre un dossier, on se pose la question de est-ce que cette personne peut s'offrir mes services, et c'est une réelle question. Et donc je renvoie d'ailleurs au premier épisode et au 2e épisode du podcast où j'explique comment choisir un avocat et comment l'avocat se rémunère. Donc c'est une réelle question, parce que c'est une rencontre entre un praticien et un justiciable. Est-ce qu'ils s'entendent? Parce que moi je dis toujours qu'un avocat ça se choisit comme un dentiste ou un gynécologue, il faut qu'on soit à l'aise. Et puis est-ce qu'on peut se payer les services de cet avocat-là? Et c'est effectivement, ça vient polluer ce choix en fait. Quand il y a l'argent au milieu, parfois on fait pas le bon choix, entre guillemets, le bon choix d'avocat, parce que on est stressé. Est-ce que je vais pouvoir me payer les services de cet avocat qui m'a l'air sympa, qui m'a l'air bon, mais qui est peut-être un peu cher? Oui, et en fait surtout ça venait en porte-à-faux avec la philosophie et ce qu'on avait envie de pouvoir offrir aux gens, c'est-à-dire que une approche globale. Une approche sociale et globale. Voilà, parce qu'effectivement, en sortant de cette manière de travailler, ça nous permet de pouvoir offrir le service adéquat et la chance à ces personnes d'avoir accès à leurs droits. Parce que on ne va pas, par exemple, on ne va pas compter, alors on n'en est pas là, les consultations par exemple, parce que il faut nuancer, c'est clair que la SBL, elle a aussi besoin de pouvoir fonctionner, donc il faut trouver un juste équilibre, mais en tout cas, la manière classique pour un avocat de travailler n'était pas est difficilement applicable, voire pas applicable, avec la manière dont on envisage de travailler pour les gens. Et donc c'est vraiment ça qui nous a guidés. Et sur la forme juridique donc de l'ASBL, association sans but lucratif, eh bien c'est la forme juridique qui collait le plus à notre philosophie,
Et donc c'est comme ça qu'on a pu la choisir. Et en plus de ça, à ce moment-là, il y a eu une grosse réforme du Code des sociétés qui a fait rentrer les ASBL dans le code des sociétés, ce qui a permis de pouvoir en fait la concrétiser et de choisir cette forme-là. D'accord. Donc, voilà. On a eu un peu le vent en poupe à ce moment-là. Je ne sais pas si tu as envie de l'aborder maintenant, mais donc il faut quand même faire fonctionner la SBL. Donc où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire fonctionner cette structure? Et après, on va venir à ce côté pluridisciplinaire dans le plus pratique. Donc comment est-ce que, parce qu'il faut vous avez une envie que ce soit social, que ce soit abordable pour tous, mais vous devez quand même, entre guillemets, manger à la fin du mois. Donc comment est-ce qu'on rencontre ces deux réalités? Eh bien, en diversifiant les entrées. Donc, en créant l'ASBL, on a fait notre entrée dans le monde des associations. Et effectivement, c'est pas facile. Une ASBL a besoin de finances pour pouvoir, comme toute entreprise, pour pouvoir survivre et effectivement pouvoir payer un salaire à ses salariés à la fin du mois. Et donc, on diversifie les entrées. Donc, il y a l'ASBL peut prétendre en tant qu'ASBL à des subsides publics, des fonds publics, par exemple, qui rémunèrent notre intervenante psychosociale, très concrètement ici. D'accord. Ou dans le cadre, par exemple, de l'économie sociale, on a eu aussi des aides de la région, donc dans le volet entrepreneurial. D'accord. Pour tout ce qui est gestion et coordination de la SBL. Donc il y a tout un volet public au financement. Il y a bien sûr les bénéficiaires, donc ceux qui rentrent dans le cadre de l'aide juridique gratuite. Eh bien, effectivement, c'est le système de l'aide juridique gratuite, l'État, donc qui nous rémunère avec ce système de points, etc. Et on a également des bénéficiaires qui peuvent aussi, qui sont au-dessus des seuils. Donc, on demande des honoraires à ce moment-là, et des honoraires qu'on a pensés en forfait en fonction des tranches de revenus des personnes. D'accord. Donc, les forfaits sont adaptés. Donc, il y a cette rentrée-là aussi. Et puis, on a aussi des missions l'ASBL a des missions de formation, une mission de formation. Et donc, en donnant des formations, ça permet aussi des rentrées. Voilà, il y a une diversification des revenus nécessaires au fonctionnement de la SBL et encore une fois, au fonctionnement de manière générale des entreprises. On essaye de pouvoir faire maintenir la barre, comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est que la manière dont on travaille en tant qu'avocat, et a fortiori plus encore dans le système de l'aide juridique, alors là on rentre peut-être dans des spécificités plus complexes, mais la nomenclature ne permet pas de pouvoir rémunérer le travail que nous on prône chez Casa Legal, ce travail global à plusieurs avocats avec une intervenante psychosociale, etc. Donc voilà, on est obligé de pouvoir diversifier les entrées. Mmh. Mais alors du coup, vous les avocats, vous êtes rémunérés comment? Est-ce que vous êtes salariés ou est-ce que vous êtes toujours indépendants? Comment est-ce que vous avez organisé ça? On est salariés de la SBL. Et donc, voilà, on a maintenant on est salarié depuis septembre 2020. Et donc chaque mois, on a notre fiche de salaire. On a fait notre entrée dans le monde du salariat, ce qui n'est pas effectivement commun pour les avocats. Voilà, c'est comme ça que ça se passe pour nous maintenant. Et j'imagine que vous avez dû en parler avec le bâtonnier, parce que c'est pas courant, puisqu'on est censé être indépendant. Donc, Mais en fait, il n'y a pas de... Là aussi, il y a eu des modifications. Et effectivement, on a été en lien depuis le début du projet avec l'ordre, évidemment. Là, on est à notre 3e bâtonnier qui nous soutient. On a encore eu une réunion avec lui très récemment. Et effectivement,
avec l'accord de l'ordre et au-delà, puisque en termes déontologiques, Oui. on peut être salarié. Et en termes d'indépendance, en fait, finalement, donc, on n'a plus du tout ce statut-là, mais c'est ce qu'on a toujours plaidé finalement aux bâtonniers successifs, et finalement, ça s'est inscrit au niveau déontologique, mais que notre indépendance intellectuelle, elle est intacte, en fait. Oui. Bien qu'on soit salarié, on peut, moi, Margarita, je peux refuser de prendre tel dossier, ou je peux me dire que le lien de confiance est rompu avec le bénéficiaire et mettre un terme à mon intervention. Voilà. Et je peux décider de quelle manière je vais mener la stratégie que je vais donner au dossier. Donc, niveau intellectuel, l'indépendance est intacte. D'accord. Donc, à votre avis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, revenons à la structure. Donc, Casa Legal, vous êtes rue des Tanneurs à Bruxelles. Quelle est la configuration? Donc, dans un même lieu, vous avez une série d'intervenants. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Oui, c'est ça. Donc en fait, on est avec les ressources humaines actuelles, puisqu'on est encore une jeune ASBL finalement. Mais effectivement, l'idée, c'est dans un même lieu, retrouver à partir des avocats. Donc la porte d'entrée chez Casa Legal, ça c'est important, elle est toujours juridique. Les personnes ont soit une question juridique à poser, soit sont en procédure judiciaire. Mais donc à partir des avocats, il y a pour l'instant une intervenante psychosociale qui travaille avec nous de manière intégrée, donc salariée de la SBL depuis octobre 2021. Et là, on travaille aussi avec deux assistantes sociales de Caritas Brabantia, Caritas International, qui en fait, dès le début du projet, a cru dans le projet et donc nous délocalise, entre guillemets, deux assistantes sociales une matinée par semaine. Et alors, elles sont toujours extérieures, elles sont rattachées à Caritas, mais depuis le début, en fait, ça nous a permis de pouvoir éprouver le travail qu'on souhaitait faire. Mais maintenant, avec l'arrivée de Manuel Fetways, qui est notre intervenante psychosociale, de manière salariée ici, intégrée dans le projet, dans le même lieu, on voit que ça change, on est une étape supplémentaire, ça change énormément. Ça veut dire que nous, quand on reçoit les personnes, si on détecte un besoin, même ça peut être très urgent, une femme victime de violences conjugales qui est à la porte du jour au lendemain avec ses enfants, il y a cette question de logement, et Manuel peut tout de suite venir, activer son réseau au niveau du logement d'urgence, et puis à terme du logement moyen, long terme, tout de suite en fait, et ça fait vraiment la différence, et c'est ça l'idée effectivement, de regrouper, que la personne vienne ici et trouve les avocates avec les compétences dont elle a besoin et le volet psychosocial. Maintenant, dans la limite, évidemment, de nos compétences, on est en étranger pour l'instant, familial, droit de la jeunesse et pénal du côté victime. On a beaucoup de femmes victimes de violences. Voilà. C'est l'idée. Et donc, l'idée, c'est d'un accompagnement global. Donc, tu l'as évoqué, mais donc, l'intervenante psychosociale, qu'est-ce qu'elle fait, par exemple, au-delà de rechercher un logement d'urgence? J'imagine qu'il y a aussi des cas. Comment est-ce que vous détectez? Est-ce que vous avez un processus ou est-ce que c'est au feeling, en fait? Comment est-ce que vous vous dites, là, elle a besoin de l'intervenante, là, elle a plus besoin d'une assistante sociale? On a certains critères quand même, et puis plus on avance, plus effectivement on arrive à définir les situations et à sentir les situations où on a besoin de relais psychosocial. Ce qui arrive aussi souvent, c'est que les personnes peuvent aussi avoir, ça, je voulais le spécifier, mais que les personnes arrivent parfois avec une intervention psychosociale déjà active et bien en place ailleurs. Mm-hmm. Et là, on ne prend pas le relais. On travaille en collaboration avec les intervenants psychosociaux externes que la personne, parce que voilà, la personne a développé des liens de confiance déjà avec ses intervenants, et il ne s'agit pas du tout d'abandonner ça et au profit de ce qui se passerait ici. Donc on travaille aussi en externe, ça je voulais juste
spécifié. Et quand donc en interne, Manuel Faithways prend part dans la situation, mais concrètement, c'est des questions beaucoup de logements. Il y a aussi beaucoup de démarches, par exemple au CPS. Donc le Centre public d'aide sociale. Oui. Les contacts avec eux. Il y a des accompagnements aussi qui se font. On a déjà eu des personnes hospitalisées, par exemple, où il faut... donc Manuel, elle s'est déjà déplacée à l'hôpital pour débloquer certaines situations plus d'ordre administratif. Et ça va très concrètement parfois faire signer un formulaire d'aide juridique. Enfin, je veux dire, parfois, on en est là. Et donc, voilà, on sent très vite quand il y a une personne qui est vulnérable. Il y a aussi la question de l'interprétariat. On a beaucoup de personnes qui ne parlent pas bien français, voire pas du tout. Et donc, Manuel, elle peut être aussi là pour s'assurer qu'on trouve un interprète, voilà, donc il y a plein de choses que Manuel fait. Et les personnes, on voit très vite quand la personne a besoin de relais à ce niveau-là. Mmh. Alors, si maintenant on regardait dans le rétro, les justiciables, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, les justiciables que vous suiviez à l'époque où vous étiez une avocate classique et les justiciables que vous suivez aujourd'hui, est-ce que vous voyez une différence dans la posture ? Est-ce que vous le percevez ou c'est plutôt à long terme ? C'est une question compliquée. Est-ce que les justiciables qui viennent nous voir ici sont différents ? C'est ça la question ? Non, c'est pas. Est-ce qu'ils sont différents ? Parce que effectivement, quand on reçoit un justiciable qui est fragilisé à un moment de sa vie parce que il est sans papier ou parce que il est en train de divorcer, là, on sent que c'est difficile, on sent que c'est compliqué. Est-ce que le fait d'arriver ici chez Casa Legal, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une forme de soulagement, de se dire tout est à disposition ? Est-ce que vous le ressentez ou finalement pas tant que ça ? Oui, si, clairement. Les personnes, déjà en termes de demande, tout simplement, on déborde de demandes et je pense que c'est révélateur. Mais effectivement, quand on reçoit les gens, je pense que la vitesse aussi à laquelle on peut agir, de manière... La coordination, le fait d'avoir... et c'est vrai que souvent les gens qui viennent et qui voient qu'on est parfois, souvent d'ailleurs, 3 autour de la table, 2 avocates, parce que compétences différentes, plus manuelles, sont déjà surpris, mais à la fois effectivement, moi, enfin, je pense déceler effectivement que ces personnes sont soulagées de se dire, voilà, il y a ce lieu où je peux venir avec ces problèmes-là et je serai pris en charge. Oui, on perçoit vraiment une plus-value pour les gens et ils nous le rendent. Ouais. Mmh. Et est-ce que vous envisagez de vous agrandir ? Parce que tu me disais à l'instant qu'il y a énormément de demandes. Est-ce que vous arrivez à les absorber aujourd'hui ou est-ce que c'est compliqué ? Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on est donc les 4 avocates fondatrices. On a 2 avocates qui terminent leur stage. Mais on a par ailleurs toute une casquette de gestion, coordination de l'ASBL qui nous prend énormément de temps. Et donc on ne peut pas faire face. On ne peut pas faire... face à la demande et travailler au fond, comme on dit. Travailler dans les dossiers qui nécessitent des recherches, qui nécessitent de la rédaction, etc. Voilà. Donc voilà, maintenant on est dans des ressources humaines tout à fait limitées. On aimerait évidemment pouvoir agrandir l'équipe. Mais on revient à la question du coup du financement et de la pérennisation, qui pour l'instant ne nous permet pas de pouvoir engager plus de forces humaines pour mener à bien le projet. Mais effectivement, idéalement, on y travaille, à ces recherches de financement de manière très intense, mais pour l'instant, voilà.
on est l'équipe qu'on est et on essaye de... Mais c'est très frustrant parce qu'effectivement, on a de plus en plus de demandes et qu'on doit rediriger. Après, on a un réseau, on fait tout un travail de partenariat, de réseau qui nous permet de pouvoir renvoyer certaines personnes. Mais c'est compliqué, parfois c'est vraiment compliqué. Mais avec l'expérience qu'on a maintenant, ce qu'on peut faire aussi, et ça s'affine, et en fait on peut détecter, je vais dire, des situations qui ne nécessitent pas le service tout à fait spécifique que nous on propose avec l'intervenant psychosocial. Souvent ça permet aussi de pouvoir, plus on a du recul, plus on arrive à diriger, à bien sentir effectivement telle personne, elle aura besoin du service psychosocial, et ça effectivement intégré avec des avocats, elle peut le trouver qu'ici, donc on va se concentrer sur cette situation là, et puis effectivement pour les demandes qui sont un peu hors critères, on renvoie vers le réseau. D'accord. Et vous n'avez pas des confrères, des consoeurs qui ont été séduits par le modèle et qui aimeraient bien le répliquer? Parce que ça pourrait être une option aussi. Est-ce que ça a fait des émules ou pas encore Si, on a déjà organisé des lunchs avec d'autres avocats, d'ailleurs de barreaux différents, qui étaient intéressés, des jeunes avocats. On a pas mal de demandes de stage aussi, et je pense réellement que effectivement dans toute cette nouvelle génération d'avocats qui arrivent, ça séduit, mais c'est complètement différent. Mais effectivement ça séduit, et on a pas mal de personnes qui nous sollicitent pour effectivement savoir comment ça s'est fait. Après, comme le modèle n'est pas pérennisé, ça demande beaucoup de concessions aussi. Donc se lancer, ça demande beaucoup de se lancer dans un projet comme ça, en l'état actuel des choses. Et quand on est dans son... Nous, on a eu la chance de se retrouver à 4 et de se donner cette force-là, de pouvoir se poser et faire ça. Et de prendre le temps de suivre cette formation dans l'incubateur. Oui, c'est ça. Parce que j'imagine que quand on vous sollicite, c'est pour un petit peu copier le modèle, mais finalement, c'est pas forcément transposable. Il faut faire le montage adéquat, il faut aller chercher les bons subsides. Et je pense que ça doit peut-être en refroidir quelques-uns. Oui, mais c'est ça. Mais le modèle est pour nous tout à fait transposable. Enfin, je veux dire réplicable et transposable. Mais effectivement, en l'état actuel des choses, il faut le créer. Enfin, il faut encore le créer. Je veux dire, ce n'est pas... je reprends l'image des maisons médicales maintenant, qui sont tout à fait instituées, qui ont un cadre légal, etc., et qui peuvent démarrer dans un certain cadre légal. Ce que pour l'instant, on n'y est pas avec Casa Légal. Donc, effectivement, il faut produire dès le début, il faut beaucoup investir. Donner, investir en temps notamment. Mais par contre, la réplication, c'est quelque chose auquel on est convaincu que le modèle peut se répliquer, et dans d'autres matières aussi. On a pas mal de... Ça émerge, l'aide sociale, le bail, c'est toutes des questions qui recoupent en fait avec les gens qui viennent nous voir. Et là, par exemple, moi j'ai tout à fait récemment pris deux dossiers qui avaient une dimension en droit du bail, parce que ça s'inclut dans tout un contexte qui est pris en charge d'ici, et donc on va le prendre. Oui. Et puis j'imagine que vous allez avoir de plus en plus de demandes également avec les fournisseurs d'énergie, avec tous ces prix qui explosent, et les personnes qui n'ont pas forcément la capacité elles auront un choix à faire, soit payer le loyer, soit payer la facture de gaz ou d'électricité. Donc tout ça émerge. Ça émerge, et il y aura des demandes. Alors
peut-être que c'est l'occasion de faire un appel, j'en bafouille, à des confrères qui auraient envie de répliquer. Est-ce que vous ouvrez vos portes pour qu'ils viennent observer? Jusqu'où est-ce que vous êtes prête à accompagner, entre guillemets, alors pas leur tenir la main, parce qu'on a compris qu'il fallait quand même bosser pour que le projet soit pérenne, mais jusqu'où est-ce que vous êtes prête à aller pour que le projet soit dupliqué? Tout est envisageable. On a déjà organisé des lunchs pour expliquer un petit peu comment on s'était débrouillé jusque-là. Après, on a effectivement l'enjeu actuel de pérenniser notre propre projet. Et donc, on passe énormément de temps là-dessus. Mais on aimerait vraiment qu'on reste toujours très ouvert aux autres avocats et avocates qui sont intéressés et donc qui n'hésitent pas à nous contacter s'ils ont envie d'informations, et on organisera ça. On est vraiment dans cette optique de main tendue, parce qu'on est persuadé que ce projet a du sens, et a du sens pour les gens, a du sens pour l'accès à la justice, et que si d'autres veulent le mener à bien, mais évidemment il faut qu'ils le fassent, et on serait là pour les soutenir, ça c'est sûr et certain. Eh bien, merci Margarita d'avoir partagé tout ça avec moi. Avec plaisir, merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.